Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre journal d'actualité hebdomadaire. Cette semaine au programme, l'avenir de la débridée Harold, des syndics qui exigent davantage de garanties quant à l'aménagement du territoire, le budget 2017 de la ville de Nyon. Et nous accueillerons en fin de journal deux horlogers nyonnais en passe de lancer une nouvelle marque de montres. Mais une fois n'est pas coutume, intéressons-nous à l'actualité internationale, marquée cette semaine, vous le savez, par l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Florian Cavalleri est allé faire un tour du côté de l'American Market de Nyon. Reportage. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez de ces élections qui ont eu lieu cette nuit aux États-Unis? It is a sad day for the United States, for my country. C'est un triste jour pour les États-Unis. J'ai pas dormi la nuit, j'ai somnolé quelques heures, mais c'était assez stressant pendant toute la soirée parce que les résultats par rapport à le côté Est et côté Ouest venaient petit à petit. Donc il fait qu'avec le décalage horaire, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et puis voilà, le résultat est comme elle est, quoi. Comment pensez-vous que Trump va pouvoir appliquer sa politique? Alors, je ne sais pas encore exactement. Au moins, il a le don, on va dire, d'être franc dans ce qu'il dit, même si je ne suis pas tout à fait en accord avec ses idéaux, mais on verra. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser encore, comment ça va se passer. Je n'étais pas personnellement pour Trump. Mes parents m'ont raconté un petit peu ce qui se passait. Donc, je serais contente de savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai de la famille et des amis là-bas, donc... Je veux juste savoir ce qui va se passer avec eux et puis qu'est-ce qui va changer. Est-ce qu'il va défaire tout ce que Obama a fait ces derniers 8 ans? Ça implique pas vraiment la Suisse, mais pour les pays comme le Turc et les Kurdes, les Irakiens, les Syriens, moi j'ai vraiment peur qu'on va avoir les millions plus de morts qu'avant. Vous êtes jeune, est-ce que pour vous c'est plutôt un espoir, Trump, ou bien un désespoir? Pour moi, c'est un désespoir. D'après ce que mes parents m'ont raconté et ce que j'ai entendu, je ne pense pas que c'est personnellement la meilleure des solutions, mais peut-être qu'il va changer. Peut-être c'était sa campagne que je n'ai pas compris. Je pense que la majorité des gens dans ce monde dira auparavant que ce n'était pas possible, mais lui, il est quand même très fort, il faut le laisser ça. Et c'est quelqu'un qui a depuis tous les reportages qu'on voit sur lui, c'est quelqu'un qui aime gagner depuis qu'il était tout petit. Et il a tout fait pour gagner, et ben, il a réussi. Je dis chapeau, bravo, il faut accepter. De quoi l'avenir sera fait? Alors, bonne question, ça, seul l'avenir nous le réservera, nous le dira, je pense. Des élections américaines, passons aux élections au Conseil d'État vaudois. Sylvie Villa, bonsoir, bienvenue. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes candidate PDC pour le Conseil d'État. Alors, avant d'entamer une conversation, comment réagissez-vous face à l'élection de Donald Trump aux États-Unis ? Bien, écoutez, tout grand changement peut être l'opportunité aussi de construire autrement. Et je pense pour les pays d'Europe, ça va être l'occasion de se repositionner. Et s'il met en œuvre la construction d'un mur vis-à-vis des Mexicains, eh bien, peut-être on pourra choisir soit de s'en inspirer, soit au contraire de trouver d'autres solutions. Très bien, comme souvent l'Europe suivra un petit peu la politique américaine. Donc vous êtes là évidemment parce que vous êtes candidat pour le PDC au Conseil d'État. Jetons un petit coup d'œil à votre curriculum vitae. Vous êtes ingénieur physicienne diplômée de l'EPFL. Vous avez travaillé dans l'industrie avant de rejoindre la HES-SO comme professeur puis responsable du domaine ingénierie-architecture. En politique, vous étiez député jusqu'en 2012 durant une législature. Vous étiez socialiste avant de devenir indépendante. Aujourd'hui, vous êtes municipale à Mauborget, commune du Nord vaudois, et vous êtes présidente des femmes PDC. Et donc, depuis une semaine, vous êtes candidate au Conseil d'État. Alors, première question, cette élection, elle s'annonce compliquée. Il y a 6 sortants qui se représentent. Il n'y a plus qu'une place à conquérir. Oui, mais les dés ne sont pas joués. En tout cas, ma candidature est crédible pour différents sièges. Et nous allons voir comment les dés vont se jouer entre les différentes candidatures. Quand on fait une analyse, on se rend bien compte qu'il y a la partante Anne-Catherine Lyon chez les socialistes. On se rend compte que les socialistes vont évidemment tenter de garder ce siège. Un autre siège à attaquer, c'est celui de la verte Béatrice Métraud. Entre les deux, c'est lequel qui vous paraît le plus accessible ?
Les deux. Véritablement. Les deux, véritablement, puisque en termes de formation, vous l'avez mentionné, j'ai un cursus qui me permet vraiment de connaître bien et d'être à l'écoute depuis la formation obligatoire jusqu'aux universités. Et pour toutes les questions, que ce soit environnementales, transport, etc., il y a aussi là, pour moi, un passé professionnel. Alors justement, quels sont les thèmes que vous allez aborder avec le PDC durant cette campagne ? Ce sera une campagne de l'Alliance du Centre. Donc déjà, je me permets de le souligner. Avec Volibres et Serge Mély qu'on a reçus la semaine dernière. Ça va être important pour moi de porter vraiment les thèmes qui sont de nos partis et de ne mettre aucun de nos partis mal à l'aise. Nous sommes justement en ce moment en train de préparer ce programme ensemble. C'est d'ailleurs une belle dynamique puisque nous mettons tout ce qui nous rassemble. Et en termes de cohésion territoriale, nous allons parler de mobilité combinée, par exemple. Nous allons aussi parler d'énergie. Nous allons parler aussi de cohésion économique, de cohésion sociale. Bref, tous les sujets seront là. La semaine dernière, je demandais son sentiment à Serge Mély, candidat donc Volibres. Ce n'est pas une élection qui va se jouer a priori au centre. C'est une élection compliquée cette année. Nous croyons que le centre a sa place en politique. Si ça n'est pas pour cette législature, ce sera pour une prochaine. Mais en tout cas, là où il y a de l'espoir, nous allons nous y engager. Dans tous les cas, le centre sera présent au second tour. Nous l'espérons bien. Il a été dit par les instances de votre parti que, qu'importe le résultat, le candidat, qu'il s'agisse du PDC ou de Volibres, sera présent au second tour. Et j'honorerai cet engagement. Vous allez donc soutenir Serge Mély également. Il y a chez vous quelque chose du féminisme. Donc, quand on suit votre parcours professionnel et qu'on regarde votre responsabilité de présidente des femmes PDC, vous êtes dans une bonne constellation aujourd'hui. Il y a un siège d'Anne-Catherine Lyon à repourvoir, celui de Béatrice Métro en danger. Qui de mieux que pour reprendre le siège d'une femme qu'une autre femme? Les femmes ont leur place en politique, dans l'économie, partout. Et effectivement, je soutiens ce type d'engagement. Si c'est être féministe, alors je le suis. C'est pour moi important d'être des modèles, quand bien même, si la situation est morose pour les femmes, il n'en tient qu'à elles, puisque nous sommes autonomes, responsables. À elles de s'émanciper également. Gérald Créteny, bonsoir, vous êtes sur ce plateau pour nous parler dans un instant de la loi de l'aménagement sur le territoire. Il se trouve que vous êtes PDC aussi et que vous étiez candidat la semaine dernière aux primaires du PDC. Le parti a préféré la candidature de Madame Villa à la vôtre. Est-ce que vous êtes déçu? Tout d'abord, bonjour. Non, alors moi je suis ravi par le choix, même si on est candidat et qu'il y a toujours un tout petit moment finalement de flottement quand la décision se prend de cette manière-là. Je pense que Sylvie Villa est une femme de valeur, est une femme entrepreneuse et qui va pouvoir mettre en avant les valeurs du PDC. Donc pas d'amertume et vous combattrez à ses côtés. Exactement, je la soutiendrai. Eh bien, très bien. Sylvie Villa, merci d'être venue sur ce plateau. On vous souhaite, comme à tous les candidats, une bonne chance durant cette campagne. Au plaisir de vous revoir. La loi de l'aménagement du territoire, un terme un peu barbare qui fait suer plus d'un syndic. En 2014, le peuple suisse votait le principe de densification des centres urbains pour éviter l'étalement des constructions. Si tout le monde est d'accord sur le principe, son application concrète est devenue un casse-tête, à tel point que certaines communes ont rédigé un manifeste demandant au canton de revoir ses positions. Gérald Créteny, rebonsoir pour le coup. Alors, vous êtes président du conseil régional et vous soutenez ce manifeste des syndics de Terre Sainte. Quel est l'enjeu ? Alors, je précise juste une chose, je suis président du conseil régional, mais c'est bien en tant que syndic que j'interviens dans ce domaine. C'est un groupe de syndics issu de l'Assemblée des syndics qui a reçu ce mandat. Très bien. Au niveau des enjeux, alors je crois tout simplement que, comme vous l'avez dit, la LA a été votée, donc on ne met pas en question du tout cet aspect-là. Simplement, dans l'application et la mise en vigueur d'une nouvelle, l'adaptation, je dirais, d'une nouvelle législation, il y a forcément des sujets qui peuvent être compliqués. Ces sujets, j'en donne 3 en particulier. Un, c'est toute la question de l'autonomie communale et des possibilités finalement de coordination entre les communes. Alors arrêtons-nous sur ce premier point. La crainte des communes, comme vous dites, c'est de perdre de l'autonomie communale. Dites-nous tout.
Alors tout simplement, quand vous avez un cadre qui s'épaissit, qui devient de plus en plus drastique, il est clair que l'autonomie, la marge de manœuvre, quelque part communale, finit par s'étioler. Et c'est bien le cas ici, avec, malgré tout, et je dirais juste, c'est que dans l'évolution finalement de ces dispositions, le projet définitif qui est mis maintenant en examen devant le Grand Conseil, est revenu en arrière et a redonné quelques pouvoirs aux communes qu'elles n'avaient plus dans le cadre de l'avant-projet. Disons-le clairement, une commune qui a des zones à bâtir, est-ce qu'elle peut travailler toute seule ou est-ce que le canton va tout lui imposer ? Non, alors je crois qu'il faut voir l'autonomie d'une autre façon. L'autonomie, c'est tout simplement l'autonomie communale, c'est tout simplement le fait qu'on est inscrit de toute manière dans un cadre supérieur, qui est le cadre cantonal, et dans le cadre fédéral. Simplement, c'est la marge, c'est quelle marge de manœuvre nous avons et de quelle manière le canton nous laisse prendre les dispositions nécessaires quand nous avons des compétences. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Très bien. Est-ce que les communes pourront-elles être rassurées quand il faudra voter ce plan de développement cantonal ? Alors, sur certains aspects, oui, parce que, encore une fois, le département, suite aux consultations, a finalement retravaillé son projet. Mais sur d'autres points, en particulier sur les questions de coordination intercommunale, ce sujet est encore très flou. Vous avez parlé d'un point, l'autonomie. Qu'en est-il des deux autres points que vous vouliez évoquer, notamment parce qu'il y en a bien plus. Voilà. Alors, les deux autres points que je voulais juste évoquer dans le temps qui nous est donné, c'est la juste indemnisation des citoyens. Vous savez que nous devrons, pour beaucoup de communes, il y a 179 communes, sans faire erreur, qui vont devoir dézoner des terrains. Il y a des terrains en troc qui ont été aménagés en zone constructible. Et ce dézonage va impliquer naturellement pour les citoyens, pour les propriétaires. Et les propriétaires, ce n'est pas forcément des gens riches. Je veux dire, ça peut être la classe moyenne, etc. Ça va naturellement engendrer des pertes et des indemnisations sont prévues. Mais aujourd'hui, le cadre pour ces indemnisations nous semble particulièrement flou. Et en particulier, et c'est un risque tant pour le citoyen propriétaire que pour la commune qui pourrait devoir finalement payer la facture. Les communes craignent de devoir, elles, payer ces indemnisations. Un troisième point, rapidement. Alors, le troisième point, c'est la question tout simplement de l'urbanisme en question. Quand la nouvelle loi fédérale propose effectivement une mesure qui se calcule en termes d'habitants, de nombre d'habitants qui peuvent arriver dans le canton. Aujourd'hui, le canton a pris cela au mot et fait un calcul qui est un système sur lequel on calcule le nombre d'habitants au mètre carré possible. Et nous pensons qu'un système totalement mécanique tel que celui-là ne peut engendrer que frustration quand on doit mettre en place des nouvelles idées d'urbanisme. Très bien. Donc, bon, sujet compliqué s'il en est pour les élus. Maintenant, tout ça va se passer au Grand Conseil. Exactement. Très bien. Gérald Créteny, on aura l'occasion de reparler de cette LAT. Sujet compliqué s'il en est. On l'a dit, à Rolle, la Débridée, célèbre lieu nocturne il y a quelques années, deviendra un restaurant. Le conseil communal a voté une enveloppe de 1,6 million pour sa rénovation. La réouverture est prévue pour l'automne 2017. Reportage. Ce soir, le conseil communal a voté le crédit de construction à une large majorité et je suis ravie parce que l'ancienne municipalité, c'est Madame Garelli d'ailleurs, qui portait ce projet, a cherché pendant des années un locataire, enfin une façon de pouvoir rénover ce bâtiment et puis qu'on est quand même que la commune est en rendement. Elle a trouvé des futurs locataires qui vont ouvrir un restaurant. Est-ce que ça a été compliqué de trouver des gérants ? Alors, Madame Garelli a travaillé sur ce projet depuis 2012. Il faut savoir que l'ancienne Débridée n'est plus occupée ce bâtiment depuis 2012. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées, mais le vrai projet sérieux, c'était Blackburn. Non, ce n'est pas une commune de s'occuper de restaurants. Il se trouve qu'on a ce bâtiment, c'est une surface commerciale et que les meilleurs locataires, c'était des restaurateurs. Voilà, c'est tout. Vous avez présenté des images de ce que pourrait devenir ce restaurant. C'est très intéressant. Alors, ce restaurant, l'esprit de ce restaurant sera industriel, artisanal, brut.
Ouvrons désormais une large page d'actualité nyonnaise. Cette semaine, la municipalité présentait son budget pour l'année 2017 avec une prévision de déficit de 7,9 millions de francs. Florian Cavalleri a rencontré le municipal des finances, Claude Huldry. Alors c'est la première fois que le budget de la ville de Nyon dépasse les 200 millions, quand même, c'est à relever. Nous avons aussi dépassé les 20 000 habitants, donc l'un va avec l'autre. Mais nous avons bien entendu, comme toutes les communes, une péréquation qui pèse lourd, une charge cantonale qui pèse très très lourd, et surtout qui arrive malheureusement pour les municipalités un peu tardivement. Alors justement, quelle est l'incidence de cette péréquation sur les finances communales ? C'est plus de 8% d'augmentation d'une année à l'autre. C'est pratiquement 7 millions de plus entre 2015 et 2017. Le budget 2017 de la ville de Nyon, c'est aussi une augmentation du plafond d'endettement. Expliquez-nous. Oui, alors tout d'abord, le plafond d'endettement, ça peut paraître un préavis anodin, mais c'est quand même quelque chose d'important puisque c'est ce qui permet à une ville ou un village de pouvoir construire ses investissements avec ce plafond d'endettement, puisque nous devons malheureusement avoir recours à la dette. Donc c'est un moment important de la législature, puisqu'il nous permettra de fonctionner pendant les 5 prochaines années. Pour rappel, il reste encore 124 millions votés par le Conseil et qui restent à dépenser, tout en ayant une marge d'autofinancement de près de 90 millions de francs pour la ville de Nyon. C'est juste, aujourd'hui la dette est à 208 millions, 124 millions sont accordés par le Conseil et restent à dépenser, principalement pour les écoles. Une grande partie sera dépensée d'ici fin 2018, puisque nous devons ouvrir ces 2 dernières écoles 2017 et 2018. Et donc, avec la marge d'autofinancement qui est juste, que vous avez citée, de 12 millions, ça nous laisse à peu près 18 millions par année d'investissement pour les 5 prochaines années. Il faudra donc être créatif, aller chercher d'autres recettes, pas forcément sur les impôts, mais on peut imaginer, comme pour l'auberge de jeunesse, un partenariat public-privé, c'est-à-dire l'auberge de jeunesse, je le rappelle, nous avons mis à peu près 2,5 millions et l'exploitant autant. Pour être compréhensible par le plus grand nombre, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet de budget 2017 ? Alors, je dirais une péréquation venue très tardivement qui alourdit le déficit probable. Aujourd'hui, c'est clair que nous avons été très optimistes avec les recettes. Ce n'est pas dans le cadre normalement d'un boursier communal et de son municipal, mais nous espérons quand même des rentrées en équation avec les nouveaux habitants. L'Arlésienne de la municipalité nyonnaise, c'est toujours d'annoncer une hausse d'impôts. Pourtant, pour la municipalité, pas de hausse d'impôts sur la base d'un budget. Ce sera éventuellement une question qui sera évoquée lors des comptes. Oui, tout à fait. Je crois que toutes les autres villes font pareil que Nyon. On attend d'avoir au minimum 1 voire 2 exercices déficitaires avant d'annoncer une hausse d'impôt, sauf si par hasard nous devions venir avec un grand projet d'investissement, auquel cas il est fort probable que le service des finances préconiserait de nouveau des points d'affectés, comme ça avait été le cas pour le reposoir. Il y a une année, le conseil communal de Nyon rejetait le projet de construction d'un chauffage à distance, un projet qui avait pour vertu à la fois d'alimenter le futur quartier des Jardins du Couchant, à la fois de valoriser les services industriels de la ville de Nyon. Entre-temps, le mandat pour ce nouveau quartier est revenu aux services industriels de la ville de Zurich, un camouflet que la ville de Nyon ne veut évidemment pas revivre. Elle propose donc aujourd'hui de relancer l'idée d'un chauffage à distance par un crédit d'études. Explication. Comme vous vous souvenez, il y a 1 an en arrière, le projet de chauffage à distance avait été refusé par le Conseil. Mais nous avions de toute façon laissé entendre que nous reviendrions avec ce sujet, parce que c'est un sujet d'avenir de toute façon. Mais maintenant, nous revenons avec une demande de budget pour une étude de faisabilité. Donc on repense vraiment le projet depuis la base, depuis le tout début. Un peu plus de 160 000 francs sont demandés au conseil communal, justement relatif à l'étude de faisabilité d'un chauffage à distance à Nyon. L'offre, selon vous, est là, notamment potentiellement la Levrate, mais aussi d'anciens bâtiments communaux vieillissants, voire le GOL ou encore l'école du reposoir. Tels sont les objets qui pourraient être chauffés à distance. Absolument, le potentiel est là, le potentiel existe. Et je pense qu'il ne faut pas forcément attendre trop longtemps parce que sinon on risque de perdre ce potentiel, ou tout au moins en partie.
Le refus du conseil communal était dû essentiellement à une question de procédure. Là, la municipalité a trouvé l'astuce pour rallier tout le monde à cette cause. Alors, il ne s'agit pas d'une astuce, il s'agit simplement de travailler sur la base du principe qu'on ne construit pas une maison sans commencer par les fondations. Vous l'avez sans doute suivi, l'école du Couchant a été partiellement rasée en début d'année pour faire place à un nouveau complexe scolaire. Mais pas uniquement, des logements accessibles pourraient y être construits. Andrea Braslopo était sur place. Maurice Gay, nous étions ici pour cette séance publique concernant les logements pour remplacer l'école du Couchant B. Quel était le but de cette séance ? Alors, cette séance est une séance d'information pour les voisins et pour le public concernant cette modification de l'affectation de cette parcelle qui est actuellement en zone d'utilité publique et qu'on aimerait mettre en zone constructible. Mais on parle ici d'une possibilité, ce n'est pas quelque chose qui se fera de manière sûre. Oui, c'est la première étape en fait où on doit changer cette zone puisqu'elle n'est pas constructible pour des logements à l'état actuel. Quelles seront les étapes de ce projet ? Alors une fois que la modification du plan général aura été autorisée et acceptée par le conseil communal, après on pourra passer dans la phase de réalisation avec un projet par une coopérative qui sera octroyé par la municipalité sous forme d'un DDP. On parle d'une réaffectation en zone de l'ordre non contigu pour remplacer justement la parcelle en zone de construction d'utilité publique. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout un chacun ? En fait, la zone d'utilité publique est assez restrictive par rapport à l'utilisation, donc ça reste pour des bâtiments, comme son nom l'indique, d'utilité publique, c'est-à-dire des écoles ou des bâtiments communaux, mais pas de construction pour des logements. Et la zone d'ordre contigu est une zone constructible pour des bâtiments et pour des logements, mais simplement une forme qui permet des espaces entre les bâtiments et où les bâtiments ne sont pas accolés comme dans la zone de vieille ville, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'en faire des logements ? Alors c'est une zone qui est idéalement placée parce qu'on est quand même en périphérie d'une zone relativement calme, qui est déjà entourée de logements, donc je crois que c'était le bon endroit. Et puis je crois que chacun sait qu'à Nyon, on manque de logements et c'est l'occasion de mettre à disposition de la population nyonnaise des logements. De quel type de logement est-ce qu'on parle ? Alors, ce n'est pas encore défini, tout devra se déterminer après. C'est la municipalité qui décidera si on octroie justement ce droit de superficie plutôt à une coopérative ou à des investisseurs pour des loyers modérés. Mais la forme est encore à définir. Mais en tout cas, l'objectif de la municipalité, je crois, est de mettre des appartements à loyer abordable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la politique de la ville en matière de logement ? Oui, alors on essaie de mettre à disposition de la population je dirais pas de nombreux logements, mais en tout cas de logements, et surtout qui soient accessibles à notre population et aux Nyonnais qui puissent rester dans la ville. Ces logements, s'ils venaient vraiment être construits, quand est-ce qu'ils seraient disponibles ? Alors, la procédure peut être relativement rapide s'il n'y a pas trop d'opposition, mais il faut quand même compter 3 à 4 ans jusqu'à la mise à disposition des logements. S'il y a des oppositions, justement, vous en parlez, comment est-ce que les gens peuvent se manifester ? Alors à plusieurs niveaux, là on est simplement au niveau de la modification du plan général d'affectation, donc on est vraiment sur un aspect très technique. Je pense qu'il y a peu d'opposition qui devrait se manifester à ce moment-là. Par contre, dans le cas du permis de construire, là on pourrait avoir plus d'opposition par rapport au projet en lui-même. Ce soir, les habitants du quartier ont manifesté leur inquiétude face à la mobilité et à la circulation de ce chemin. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Oui, c'est une inquiétude qu'on peut comprendre. Effectivement, on change un petit peu par cette affectation, on change l'accès de cette parcelle, non plus par le nord comme elle est actuellement, mais par le chemin de la Dôle qui est au sud, où il y a une servitude d'accès. Et on aimerait faire l'accès de cette parcelle par le chemin de la Dôle et non plus par le chemin du Couchant, qui lui devrait être une liaison mobilité douce par la suite. En tant que municipal en charge de l'urbanisme, qu'est-ce que vous proposez face à ces inquiétudes des habitants ce soir ? Alors surtout une écoute, je crois que la municipalité est là pour écouter les personnes. C'était l'objectif aussi de cette séance ce soir, c'était de comprendre et d'écouter les personnes qui sont concernées par ce nouveau projet. Je vais relayer à la municipalité l'inquiétude des voisins. Des citoyens nyonnais veulent rendre accessibles les rives du lac. Il s'agirait de pouvoir relier la plage des Trois-Jetés à la piscine de Colovray, soit environ une trentaine de mètres. Pour ce faire, les Verts ont déposé un postulat au conseil communal. Florian Cavalieri a rencontré Pierre Vallone, chef du groupe des Verts.
Depuis 1926, il y a une loi cantonale, dite loi sur le marchepied, qui permet au canton, lorsque des propriétaires privés veulent bâtir sur le lac pour un port ou pour diverses protections de leur propriété, de négocier simultanément à l'octroi de cette concession une servitude de passage public à pied. Et c'est donc depuis 1926 que petit à petit, au fur et à mesure des projets des riverains, le canton a réussi à inscrire pratiquement un continuum de servitude qui offre et qui octroie au public un cheminement pédestre le long des rives et qui est pratiquement la situation qui est derrière moi, à l'exception effectivement d'une parcelle sur laquelle il manque un peu moins de 30 mètres de servitude. L'objectif, c'est quoi réellement de la part des Verts de Nyon ? L'objectif, c'est de faire avancer ce dossier. Il y a une vraie volonté cantonale de faire avancer les choses. Il y a en 2014, le Grand Conseil a voté 1 600 000 francs d'aide aux communes, aussi bien techniques que pour réaliser les projets. Et il y avait eu un appel à projet. En 2012, la ville de Nyon n'a pas eu de subvention faute de projet, alors qu'il y a clairement des possibilités aujourd'hui de pouvoir avancer et que la jurisprudence donne assez régulièrement raison au public qui peut profiter de cet accès aux rives. La loi sur le marchepied concerne tout de même 3 catégories bien particulières, les pêcheurs, les navigateurs et les douaniers. Il s'agit donc de pouvoir passer en cas de détresse, en cas d'urgence, mais pas forcément de pouvoir s'y établir sur ces rives. Il y a une ambiguïté, comment vous la levez ? Alors, les servitudes qui ont été inscrites, lorsqu'elles sont inscrites, elles sont très claires. Il s'agit d'un cheminement piétonnier public le long des rives. Et la jurisprudence dit désormais d'une largeur de 2 mètres. Mais est-ce que dans l'esprit du grand public, on n'a pas l'impression quand on vote sur ces rives du lac que ça donne un accès de fait, le droit par exemple d'aller pique-niquer sur une de ces parcelles ? Les gens comprennent-ils bien les enjeux ? Alors, nous, dans un premier temps, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un projet qui soit établi pour parcourir le long de ces rives. Et ce projet, il est assez difficile à mettre en place parce qu'il doit concilier, d'une part, l'intérêt de la collectivité, que l'on comprend, l'intérêt des privés dont les parcelles jouxtent ce cheminement, et puis aussi les questions environnementales, puisque se sont développées le long de ces rives un écosystème très fragile. Et que le souhait de ce postulat, c'est que la municipalité entre en discussion avec les différents acteurs concernés et que l'on fasse un projet concerté, en particulier avec les propriétaires et pas contre les propriétaires. Et que si ce projet il est intelligent, il permettra de servir les divers buts que je viens d'évoquer. Vous avez accompagné ce postulat d'une grosse action de communication avec un communiqué en amont. On sait que ces procédures prennent du temps, des dizaines d'années parfois. Pourquoi cette action coup de poing en regard finalement d'un processus somme toute très tortueux et très long ? Mais c'est justement pour essayer de vaincre cette inertie que vous soulignez. Les choses vont prendre du temps, on le sait. Donc il faut s'y mettre tout de suite. Il y a un projet de centre sportif à Colovray. Idéalement, on aimerait que le jour où on inaugure le centre sportif de Colovray, on puisse y accéder par la rive du lac, ce qui est quand même, vous l'admettrez, la plus belle manière d'y accéder. Alors pour vous, ce chemin piétonnier pourrait voir le jour à quel horizon ? Alors ça dépend, effectivement. Idéalement, on aimerait que tous les acteurs se mettent autour de la table, que l'on élabore un projet ensemble, un projet de consensus, et on pourrait espérer que dans les 5 ans, on arrive à le réaliser. L'horlogerie et Nyon, une longue histoire. Il y avait les montres Ethno de Michel Jordi. Il y a aujourd'hui les montres Hublot de Jean-Claude Biver. Il faudra désormais compter avec les montres Montfort de Philippe Curatelet et Jérémy Sengen. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors Philippe Curatelet, vous êtes connu des Nyonnais parce que vous êtes tenancier de l'hôtel de l'Ange sur la place Pertan et désormais vous vous lancez dans l'horlogerie. Expliquez-nous cette passion. Alors, tout d'abord, bonsoir. Merci de nous accueillir sur le plateau. Alors oui, effectivement, je suis un passionné de montres depuis un petit moment déjà. Et j'ai fait une rencontre il y a environ 1 année et demie autour d'un bon verre dans un bar. Toujours une bonne idée. Voilà, de mon très cher associé. Et on a commencé à discuter. On est parti sur le sujet des montres. Et comme il est designer de montres et qu'il travaille là-dedans déjà depuis plus de 15 ans, le courant est tout de suite passé et on s'est dit pourquoi pas créer notre propre marque de montres. Ce qui est le cas aujourd'hui, ça s'appelle Montfort. Exactement. Alors, Montfort, quelle est sa particularité, Jérémy Sengen ? Alors c'est facile, c'est déjà une montre qui est... on a une approche assez technologique.
on s'est dit, on voulait apporter quelque chose d'un peu plus. Son âme vient du nom Montfort, un peu une âme un peu valaisanne comme ça. Vous êtes valaisan, je le précise. Je suis valaisan. Philippe a passé toute sa jeunesse à skier au Montfort, à Ninda, les Quatre Vallées. Donc notre première discussion est tournée autour de cette passion commune de la montagne. Très bien. Et on est vite venu sur les montres parce qu'il avait une belle montre au poignet. Il m'a dit, mais moi, j'ai une montre. Je ne peux pas la porter à toute occasion, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus... que je puisse le porter tout le temps, sans me soucier de l'abîmer ou comme ça. Ah, c'est-à-dire qu'elle peut se rayer ici ou là. Voilà, et puis on s'est dit, c'est vrai que on a esquissé quelques designs, quelques shapes de volume, de choses comme ça. Et puis on est parti assez rapidement via la société de son frère, Aya Messa, qui s'occupait un peu de technologie. Et on est parti sur 2 technologies qu'on voulait intégrer et une troisième qui est notamment le SwissMed. Alors c'est bien la 3D, on est bien d'accord. Alors une des premières technologies, c'est la 3D, c'est-à-dire que vous partez d'une liberté totale de création parce que vous faites ce que vous voulez en 3D. Très bien. Parce que les machines classiques horlogères ne vous permettent pas, les CN4Ax, on ne peut pas faire ce cadran qu'on a fait, ces volumes aléatoires en 3D, donc quand on regarde derrière le verre de la montre, on voit des sortes de montagnes. On voit la cartographie du Valais réinterprétée parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même sortir un peu de la Suisse, quoi. Et on a voulu aussi faire des clins d'œil, notamment à l'horlogerie, parce qu'on a fait une montre assez classique. Donc il y a le clou de Paris qu'on a réinterprété, qui est une façon de faire le cadran qui date des temps anciens. Et il y a aussi sur un des modèles une aiguille bleuie. On est sur une construction vraiment horlogère. Et on a bien sûr la labellisation SwissMed, parce que Philippe m'a dit, non mais moi je veux faire une montre, mais une montre SwissMed. Donc il a fallu trouver un fournisseur de mouvement qu'on a trouvé. Et pour avoir le label SwissMade, il faut que 60% de la montre soit fabriquée en Suisse. 70%, parce qu'on s'est tout de suite mis dans les nouvelles normes. On s'est dit qu'il ne fallait pas attendre. Et puis vraiment, Philippe, il faut aussi dire, moi, il voulait vraiment une montre SwissMade. Donc on est parti, on a un fond ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez tourner votre pièce et admirer le mouvement. Donc on est sur un SV200 de chez Sellita, qu'on a un petit peu pimpé. Donc toutes les parties ont été traitées ruthénium, on a des vis bleuies, on a des donc les connaisseurs sauront de quoi vous parlez, évidemment. On voulait faire un produit traditionnel, mais qui corresponde vraiment à la tradition horlogère. Alors, lequel d'entre vous deux a réussi à s'acoquiner avec Christian Constantin, qui porte désormais votre marque? Alors, c'est une idée commune, mais... c'est une idée commune, et comme notre marque s'appelle Montfort, qui vient du Valais, que mon associé est valaisan, c'est venu un peu naturellement pour nous d'essayer de trouver un ambassadeur. Et quand on a pensé à Valais, on a pensé directement à Christian Constantin. Et on l'a appelé et on a été agréablement surpris de sa disponibilité. Il nous a tout de suite nous a appelé, il nous a dit « ouais, venez boire le café ». On est passé à Martigny, on a discuté avec lui et puis il était tout de suite très emballé sur le projet. Et puis il nous a tout de suite dit « moi, vous pouvez y aller ». Je suis, donc vous avez un soutien de poids, un soutien médiatique aussi, puisque exact, Christian Constantin est quand même un monstre dans le domaine. Soyons concrets, la production n'est pas encore lancée de vos montres, vous passez par une phase de financement. Comment ça se passe ? Alors l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on peut assez facilement créer une société en étant, si on peut dire, assis derrière son ordinateur, avec les outils qu'on a aujourd'hui, comme Internet. Nous, on a voulu partir sur quelque chose d'un peu différent, surtout dans le cas de l'horlogerie, et on a voulu se baser sur un Kickstarter aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis ? Kickstarter, excusez-moi, si vous voulez le traduire en... Alors le nom c'est Kickstarter, c'est une plateforme participative. Très bien, donc il s'agit de chercher de... Exactement. Nous, on est parti sur les États-Unis et sur cette plateforme-là parce que notre montre, elle a quand même un aspect technologique important, et les gens qui vont sur cette plateforme ont justement cette fibre un peu geek d'aller regarder un peu les nouvelles technologies. Concrètement, c'est le 17 novembre que tout va commencer. Exactement. Le 17 novembre prochain, nous allons faire le lancement de notre marque, et le premier jour de la mise en ligne de notre projet sur le Kickstarter, qui aura une durée de 1 mois, où les gens pourront acheter les montres à un tarif très intéressant. Ouais. Donc en somme, là, pendant qu'on parlait, les téléspectateurs ont vu des images promotionnelles de votre montre à venir. S'ils sont intéressés, ils se renseignent comment ? Ils vont sur quel site ? Alors, le plus simple actuellement, nous avons deux canaux. Bon, on a Instagram, on a Facebook, on a notre site internet, mais l'idéal, c'est de liker la page Facebook et d'aller sur notre site internet et de s'inscrire à la newsletter. Parce qu'en s'inscrivant à la newsletter, ils seront les premiers informés quand
quand la campagne sera lancée sur le Kickstarter. Écoutez, messieurs, merci de nous avoir présenté ces montres-là. On vous souhaite évidemment bonne chance dans un marché qui n'est pas forcément facile à conquérir. Oui. Madame, messieurs, nous arrivons au terme de ce journal d'actualité. Je vous rappelle que vous pouvez revoir et voir et revoir toutes nos émissions sur le site internet nrtv.ch. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine. Bonsoir.